Nous allons essayer, au travers de ces nouveaux enjeux de l'imagerie que l'on essaiera de décrire un petit peu, d'explorer ce terrain très difficile qui est celui de la formation. Donc je demande aux participants de la table ronde de bien vouloir me rejoindre. Mehdi, Loïc, Christian et Mathieu. Je les remercie, je vous en prie, asseyez-vous. Juste alors pour rappel, finalement, les nouveaux enjeux de l'imagerie, on l'a vu au fur et à mesure du temps, finalement, l'imagerie est native digitale. Depuis maintenant très longtemps, l'imagerie est devenue numérisée. Donc c'est une pratique où la technologie est très présente, évidemment dans l'industrie, mais aussi dans le corps médical. Pour autant, récemment, il y a eu une accélération du phénomène digital par l'arrivée des solutions logicielles d'intelligence artificielle. Alors, tant sur le plan des produits, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer un scanner moderne, une IRM moderne qui ne comporte pas à l'intérieur de ces logiciels de calcul des images des solutions de deep learning. Donc, tous les grands industriels de l'imagerie, aujourd'hui, doivent posséder ces techniques d'intelligence artificielle. Mais c'est aussi plus proche du médecin, radiologue, la capacité, par des solutions logicielles d'IA, d'augmenter la qualité du diagnostic et finalement, quelque part, et on l'a dit peut-être un peu vite, comme souvent avec le numérique, de remplacer le radiologue, de remplacer le médecin. Donc, ce bouleversement de la prise en charge des patients et par la technologie classique des équipements et par celle du logiciel va donc bouleverser les pratiques et donc la formation, tant sur le plan de l'industrie que sur le plan du corps médical. Donc c'est le sujet que l'on va essayer d'aborder. Le traité, ce serait très ambitieux. Et je voudrais juste rappeler que c'est d'actualité et ce besoin de formation, ce besoin de compétences en digital va ne faire que s'accroître. Ça a été dit par Olivier Bogiaud, ça a été dit cet après-midi aussi en début, en introduction. Il y a une accélération de la digitalisation du secteur de la santé en France depuis maintenant plusieurs années. L'Agence du numérique en santé, la DNS, a fait un gros travail. La feuille de route, rappelez-vous, du numérique en santé, son accélération avec le Ségur du numérique, maintenant des budgets qui sont alloués, Olivier les a rappelés, j'ai la chance de piloter le groupe CSF Imagerie, et donc il y a effectivement deux jambes, la jambe équipement que l'on essaie de structurer, mais aussi la jambe digitale. Donc c'est un moment important pour les entrepreneurs, pour les grands groupes, c'est le moment d'investir, et c'est le moment d'investir fortement en France. Donc je vais présenter rapidement les participants. Donc Mathieu Faure qui est direction ministérielle du numérique en santé. Loïc Josserand, médecin PUPH en santé publique. Mehdi Benchoufi, alors lui c'est l'exemple typique de ce qu'il va falloir dupliquer. Il va falloir cloner du Mehdi Benchoufi. Il est mathématicien, il est quasiment ingénieur, il est médecin, il est épidémiologiste et il est entrepreneur. Donc il essaie de porter toutes ces casquettes et je le remercie vraiment d'être ici. Et Christian qui est le responsable de la majeure santé de cette belle école d'informatique EPITA, qui nous parlera de comment et pourquoi finalement cette majeure a été créée. Mais je veux rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec Loïc, sans être dans la provocation. Pour ceux qui me connaissent, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu. C'est est-ce que le médecin va être remplacé, Loïc, par l'IA? J'espère pas, sinon au niveau des UFR de santé, un peu d'inquiétude à se faire. En revanche, je pense qu'il va changer. Et je pense que la profession va changer. De toute façon, elle a déjà commencé à changer. Mais on voit que c'est une évolution qui se fait lentement, relativement lentement, même si les choses, on a l'impression qu'elles vont très vite. Je voudrais juste revenir au tout début des médecins quand ils sont tout petits, là, quand ils sont encore à la fac, quand ils s'inscrivent en première année, etc. etc. L'IA, l'intelligence artificielle, le numérique, ça fait pas triper. Ils viennent pas pour ça, honnêtement. Aujourd'hui, on s'inscrit encore à la fac, on vient encore en première année parce qu'il y a une notion d'altruisme, parce qu'il y a une notion d'humain. Alors aussi parce qu'il y a le feuilleton à la télé qui va bien et que dans la même journée,
Comme je disais, le matin, on est radiologue, l'après-midi, on est chirurgien, la nuit, on est encore autre chose, et le lendemain matin, on est encore autre chose, quoi. Donc ça, c'est voilà, il y a cette vision fantasmée, mais on vient encore, néanmoins, pour cette dimension-là. Après, ça évolue dans le cursus, progressivement. Tout à l'heure, j'entendais un intervenant qui disait il faut absolument qu'on mette plus de numérique. Alors oui, il faut qu'on mette probablement plus de numérique. Tout le monde en est conscient. On essaye d'ailleurs de le faire. Mais ce qui est compliqué, c'est que ce numérique, pour le faire rentrer, quelle que soit la forme qu'il prenne, de toute façon, les journées n'ayant que 24 heures, les années n'ayant que 12 mois et 365 jours, quand on fait des études sur 6-7 ans, ça veut dire qu'il va falloir probablement enlever quelque chose, faire des choix. Alors c'est des choses qui se font, hein. C'est même une discussion qu'on avait encore pas plus tard qu'hier soir avec la conférence des doyens sur le thème. Alors là, c'était santé-environnement. Et donc santé-environnement, on dit ok, il faut mettre de la santé-environnement, mais on fait de la santé environnementale, mais on enlève quoi? Ou qu'est-ce qu'on ne fait pas, quoi? Ou qu'est-ce qu'on ne fait plus? Donc et ce sujet-là se démultiplie et se multiplie presque à l'infini. Alors bien sûr, n'allez pas croire à travers ce que je dis que je ne veux pas qu'on implémente de l'IA, du numérique en santé. Au contraire, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le développe. On a, nous, au niveau de l'UFR, dès la première année, je m'occupe de la première année, on a voulu et on a mis en place déjà une logique d'approche, de première approche pour les étudiants en première année d'intelligence artificielle. Donc, et qui soient en contact avec cette logique-là, parce qu'on voit bien qu'elle va être partout. Elle va être dans le diagnostic, elle va être dans l'analyse, elle va être dans même la consultation et dans l'échange qu'il va y avoir. Il y a des outils numériques qui permettent de consulter à distance, donc on va arriver à quelque chose là aussi qui va intégrer ça. Donc il faut que les étudiants, très vite, aient cette notion-là, quoi. Après, ça soulève d'autres questions, hein. C'est effectivement, et notamment dans l'imagerie, la société francophone, enfin la SFR, la Société francophone de radiologie, effectivement, forme aussi bien en formation continue qu'en formation initiale les futurs radiologues à ces outils, à la lecture, au traitement d'images, au diagnostic et aux indications, parce que c'est important, il faut aussi savoir ce qu'on fait. Et pour revenir à la radiologie, il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on produit ces images, pourquoi est-ce qu'on les fait, pourquoi est-ce qu'on les demande. Et puis une dimension aussi qui est importante, c'est parce que c'est bien joli, l'intelligence artificielle et tout ce qui va derrière, mais dans cette dimension humaine, il y a aussi la notion de responsabilité médicale, quoi. C'est-à-dire si effectivement on délègue à une forme d'intelligence, qu'elle soit artificielle, numérique, digitale, ou quoi qu'elle soit, on lui délègue quelque chose. Quel est l'engagement du médecin vis-à-vis de ça? Quelle est la responsabilité du médecin vis-à-vis de ça? Comment il se positionne? Et si effectivement un diagnostic est erroné alors même qu'il a été posé, même s'il est plus pertinent, même s'il est plus juste, plus tout ce qu'on veut, il y a néanmoins un engagement médical néanmoins derrière ça. Donc tout ça pour vous dire que effectivement ça va changer, mais on voit bien que même quand ça va changer, finalement, le médecin va rester, du moins je l'espère sincèrement, indispensable pour continuer à assumer un certain nombre de choses, pour continuer aussi, et moi j'aime bien cette expression, c'est du jus de cerveau, parce que ça reste quand même l'élément de base, pour arriver à donner du sens à ce qui est produit, même s'il y a eu une capacité de réflexion ou d'analyse beaucoup plus puissante que ce que peut produire un seul individu. Ce que vous nous dites en fait, Loïc, c'est que le grand remplacement, au moins pour le radiologue, n'aura pas lieu. C'est-à-dire qu'on a compris dans l'industrie que l'idée, c'est plutôt d'aider au diagnostic. En revanche, moi, j'ai une question avant de passer au monde des étudiants d'ingénieurs. Finalement, les jeunes étudiants, vous nous dites, ils n'ont pas un appétit extraordinaire du digital. Pourtant, moi qui ai beaucoup de cheveux gris, on nous dit non mais toi tu n'es pas natif digital, mais les jeunes le sont. Finalement, il y a quand même une décorrélation entre le smartphone finalement et puis la gestion de ces données, parce que un médecin en 2030, il va naviguer dans les données. Le diagnostic 2.0 ne sera pas que l'image, il sera l'image enrichie, et donc il va bien falloir que les médecins aient ce réflexe. Est-ce qu'il y a, au-delà de la réflexion, un module digital dans la formation des médecins généralistes? Alors des médecins tout court, quoi, qu'ils soient généralistes ou autres, il y a effectivement aujourd'hui il y a différents certificats. Il y en a un qui est en train d'évoluer, qui s'appelle PICS depuis cette année, donc qui amène effectivement vers cette logique d'appropriation de l'outil.
Et vous parliez du fameux téléphone que tous les jeunes, je vais dire tous les gamins ont dans la main, et ça, on a l'impression qu'ils ont ça qui est greffé dans la paume de la main. Mais ils ont une utilisation qui est très téléphone, quoi. C'est sur le réseau social qui va bien, c'est sur machin pour échanger, on est connecté avec les voisins, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une utilisation de l'outil informatique qui verse dans une dimension professionnelle, quoi. Et on le voit bien. Moi, j'ai des internes dans le service quand ils arrivent, et notamment quand ils sont en premier semestre. On leur donne un PC, on leur donne un ordi avec du traitement, des logiciels de traitement de données. Ouais. Il y a même sans forcément être du traitement de données, du traitement de texte déjà, il y a toute une acculturation à ces outils-là qui prend du temps, quoi. Parce que, alors oui, bon, ils savent faire du Word, ils savent faire un peu d'Excel éventuellement. Encore, dès qu'on rentre dans 3 fonctions un peu plus différentes de la somme, ça devient compliqué. Mais c'est pas aussi natif que ça, quoi. C'est pas aussi inné, quoi. Ok, très bien, merci. Donc on voit qu'à l'imagerie, quand même, il y a véritablement une propension naturelle à aller vers le digital. Le propos ici, c'était de dire que ça ne suffira pas. Il faut que l'ensemble de la profession soit tournée vers le digital. Et on verra avec Mehdi dans un deuxième temps que c'est pas si trivial que ça. Christian, je voulais que vous puissiez nous dire un petit peu comment l'EPITA est arrivé, cette grande école d'ingénieurs informaticiens, à créer une majeure en santé, et comment vous vous positionnez dans le domaine de la santé. Ok, merci. Donc, l'EPITA, on est venu au domaine de la santé très tard, en fait, beaucoup plus tard que d'autres écoles. Les 2 piliers de l'école au départ, c'était la cybersécurité et l'IA. Donc, on a toujours gardé l'IA. Il y a eu des hauts et des bas de l'IA, mais on a toujours gardé l'option IA. Et puis, l'option IA, depuis 2015, en gros, a explosé en volumétrie. Donc, beaucoup d'étudiants voulaient faire de l'IA, beaucoup de débouchés. Donc, on a vu beaucoup d'embauches, beaucoup de demandes pour nos étudiants, hein. Pour fixer un ordre de grandeur, pré-Covid, on avait à peu près 12 offres par étudiant. Et donc, on voit des demandes sur les profils d'IA, et on voyait que l'IA, une des applications de l'IA, c'était l'imagerie. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une majeure image après la majeure IA. Donc, on s'est dit, OK, il y a l'IA, il y a de l'imagerie, qui est une grosse application. Donc, on avait 2 majeures qui tournaient. Et puis, on a commencé, en fait, on a été très réactifs. Pour la petite histoire, en fait, on avait été contacté par des anciens de l'école qui avaient monté une start-up qui est devenue une licorne, qui s'appelle Doctolib. Ils nous disaient, en santé, il y a un truc qui se passe, vous devriez regarder. Donc, on a regardé. Moi, je suis arrivé, on avait des triplements d'effectifs à gérer pour l'école. Et on s'est dit, on va créer une mineure santé pour tester. Et on a vu une appétence de nos étudiants pour ça. Donc on s'est dit, tiens, il y a une demande de nos étudiants pour faire de la santé. Et puis on a vu que les débouchés, on a eu à peu près un tiers des étudiants qui sont allés dans le domaine de la santé après, travailler. Donc, et les étudiants, globalement, avaient fait la majeure IA ou la majeure image. Donc on voyait que c'était assez cohérent. Et donc on s'est dit, donc on avait fait une mineure. Après, il y a eu le Covid. J'avoue que le Covid, ça a quand même été... donc nous, on a été sollicités, on a essayé de répondre, on a lancé à peu près 50 projets sur le Covid. On a travaillé avec les hôpitaux, en particulier Cochin, etc. Donc on a essayé d'être réactifs, et on a vu que nos étudiants, là, ils étaient très demandeurs encore. Donc ça a été un révélateur pour nous. Et puis ensuite, on s'est dit, si on veut faire quelque chose de sérieux sur la santé, il nous faut en fait un partenariat. Enfin, moi, j'ai dit le mieux, ce serait d'avoir un partenariat avec la PHP. Voilà, donc on a été... donc c'est assez loin de signer un partenariat avec la PHP, je vous garantis. Mais on l'a fait, on l'a signé l'année dernière. Et donc on a monté cette majeure avec la PHP, qui correspond à peu près à un tiers de nos cours. C'est-à-dire pendant un tiers du temps, nos étudiants sont en face de professionnels du domaine de la santé qui sont des personnels de la PHP. Donc ça leur donne vraiment un contact direct avec le terrain. Voilà, c'est ce qu'on voulait. En plus de ça, dans la majeure, on a un médecin référent de la majeure qui permet d'encadrer tous les projets étudiants. Donc quand il y a des discussions qui sont un peu complexes entre un ingénieur et un médecin, on s'est dit il faut un autre médecin qui fait le lien, quoi. Voilà. Donc
histoire de comprendre de quoi on parle. Voilà. Donc, et avec tout ça, on a créé donc notre majeur. Et aujourd'hui, je pense que voilà, on est sur le deuxième round. On est très content de notre partenariat avec la PHP. Voilà, donc ça fonctionne. Très bien. On reviendra ensuite sur le sujet d'attractivité, mais je voulais faire réagir Mehdi, qui pourrait nous donner aussi une illustration, au-delà de la formation, de ce que c'est ces nouvelles pratiques, ces nouveaux usages de l'imagerie, avec ce projet de la société, la start-up Ecopen. Merci Christophe. Alors, avant d'aller dans le cas particulier de l'imagerie, je vais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Parliez d'un grand remplacement qui n'aura pas lieu de l'homme par les machines. Alors, je ne veux pas abuser de la figure, mais un grand déplacement des compétences, notamment des compétences nécessaires aux étudiants, ça je pense que c'est inéluctable. Le niveau de connaissances à mobiliser ne sont plus les connaissances usuelles, livresques, dont on a été abreuvé pour certains agonie pendant les études médicales. Et c'est une exigence qui est complexe parce que l'ouragan technologique est là. Il prend différentes formes. Il y a les questions d'intelligence artificielle, il y a des questions d'intégration de dispositifs connectés sans intelligence artificielle dans le cadre de la prise en charge des patients, des questions éthiques très importantes qui se posent. Les technologies elles-mêmes évoluent à un rythme très rapide. On passe d'une tendance à l'autre, des big data au blockchain, etc. Je crois que c'est vraiment fondamental de donner aux étudiants des universaux, comme on disait au XVIe siècle, vraiment une connaissance assez globale qui leur permettent de s'acclimater au changement. Et ce changement, encore une fois, il est inéluctable. Et je pense que, par ailleurs, les formations concernent les étudiants. Je trouve que c'est intéressant dans l'intitulé que tu as choisi tout à l'heure, il y a quelques jours, Christophe, c'est les nouveaux usages chez les utilisateurs. C'est que ça concerne, donc la formation concerne les étudiants jusqu'aux patients. Et ça, pour moi, c'est un sujet aussi d'importance, puisque les technologies qui se développent sont aussi des technologies, entre guillemets, d'empowerment, et qui permettent aux uns et aux autres de se saisir d'objets qui, autrefois, étaient entre les mains de médecins ou d'experts. Et derrière les questions d'intelligence artificielle, il y a des acteurs de l'intelligence artificielle, et notamment des acteurs monumentaux que sont les GAFA, et eux, leur sujet, c'est pas exactement de passer par un intermédiaire, un tiers qui peut être un médecin, une structure hospitalière, etc. C'est comment apporter la santé sous toutes ses formes, prédictives, préventives, etc., au plus près du patient. Alors je dis patient, qui est d'ailleurs une notion un peu équivoque, puisque à l'échelle de la médecine prédictive, c'est-à-dire à l'échelle où finalement le normal devient un symptôme, un pré-symptôme de la maladie, je ne sais pas exactement, on est tous patients d'une façon ou d'une autre. Et en plus, ils ont un intérêt commercial à ce qu'on le soit. Voilà, de façon un peu générale. Ensuite, dans le cadre de l'imagerie, effectivement, l'imagerie, c'est un domaine qui est remarquable, et son couplage à l'intelligence artificielle est d'autant plus pertinent que l'IA est vaste de promesses, mais il y a des techniques d'intelligence artificielle, alors qu'il y a un terme un peu barbare, mais ça reste des statistiques, hein, donc qu'on appelle le deep learning ou les réseaux de neurones, qui fonctionnent très bien avec de l'image. Et donc on peut avoir des résultats très convaincants sur différentes modalités d'image. Et celle que nous développons, c'est une modalité d'échographie avec l'idée de développer un outil connecté miniaturisé et qui donne, vous pouvez saisir à la main, qui tient dans une poche et qui donne une vue dans le corps et qui permet de trancher les questions de base de la médecine clinique qui sont juger du niveau de gravité, situer, localiser les lésions. Et donc, au travers de cela, on a une modalité d'imagerie qui est remarquable parce que d'une part, elle est miniaturisable, ce qui n'est pas tout à fait le cas des scanners, des IRM ou d'autres modalités. Et par ailleurs, ce qui est central, ce n'est pas invasif. Alors, donc, nous, on a 5 ans de R&D dans les pattes. On a quelque chose d'un peu particulier puisque l'APHP est au sein de la structure. Et je vais revenir aux questions de formation. Et on s'est développé de façon assez communautaire et au-delà précisément de ce qui, en règle générale, embastille le développement de technologies qui sont soit trop tech-centrées, soit centrées essentiellement autour des problématiques métiers, mais sans prendre en compte ce qui se passe autour. Et donc, on a fait un choix d'être
très ouverts sur nos partenariats. Et puis, maintenant, je vois qu'Olivier Bogilot est ici. On a pu se développer notamment grâce à la fondation Sanofi Espoir. On travaille très étroitement avec Epita. Voilà, donc on se frotte à différentes structures, à différents environnements. Et donc là où la question de la formation est essentielle, c'est que les modalités d'imagerie en règle générale, pour leur acquisition et leur interprétation, sont entre les mains là aussi d'experts, de gens très formés, là où une modalité comme la nôtre peut être au fond établie entre les mains de tout un chacun. Alors en premier lieu des praticiens médicaux, paramédicaux, les sages-femmes, et donc ça, cette gamme de technologies est attendue comme étant ce qu'on appelle le stéthoscope du 21e siècle. Donc il y a un horizon de déploiement, et toujours parce que c'est pas invasif, qui est très large. Donc se pose évidemment la question de la formation des praticiens. Et là, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est assez rigolo, et on renoue avec une tradition très ancienne de la médecine, qui est le compagnonnage, qui est un vecteur de formation très, très puissant. Et ce qu'on constate dans l'usage de ces technologies portables, c'est qu'il y a une sorte, alors pardonnez l'expression, mais un reverse compagnonnage, c'est-à-dire que ce sont les jeunes, les tout jeunes, parfois les bébés étudiants, qui instruisent aux aînés comment est-ce qu'on manipule telle technologie, comment est-ce qu'on déduit tel diagnostic à partir de ce type de dispositif. Donc ça, c'est assez rigolo. Et par ailleurs, il y a la formation, et j'y reviens encore, et je pense que c'est important d'avoir établi effectivement la thématique autour des utilisateurs. Rien sur le plan théorique, mathématique, de l'ingénierie, ne s'oppose à ce que dans 5, 10, 15 ans, tout un chacun puisse être muni de ce type de dispositif, qui fera de l'imagerie peut-être sans image, c'est-à-dire que vous aurez des capteurs ultra miniaturisés qui permettront, et encore une fois parce que c'est pas invasif, de récolter de la donnée de l'intérieur du corps et de les faire étudier, analyser par ailleurs sur un cloud. Et donc il y a des boîtes, notamment 2 startups israéliennes, dont une qui nous a contactés, qui sont déjà dans ce domaine-là, notamment autour de problématiques de santé de la femme enceinte ou les problèmes de fertilité. Et donc là, la question de la formation, elle est au-delà, encore une fois, du périmètre médical ou paramédical. Et enfin, je finirai par un dernier point qui est une formation qui est insolite mais très utile, et sur lequel on pourrait aussi, alors je m'adresse au PUPH, participer heureusement de la formation des étudiants. C'est comment former les machines elles-mêmes. Donc l'intelligence artificielle, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle apprend, et elle apprend des données. Et donc il faut bien qu'on lui apprenne. Et si on lui apprend mal, elle fonctionne mal. Donc ça veut dire qu'il faut des gens bien formés à la base, et puis par ailleurs qu'on puisse mobiliser le temps utile des études, non pas pour gratter du papier qui finit d'ailleurs pas très écologiquement à la poubelle, mais pour alimenter des algorithmes, labelliser des algorithmes. Et ça, je pense que c'est très utile pour la formation des étudiants, et c'est très utile pour le calibrage des IA. Avec vraiment, on peut se donner des objectifs de 0 déchet, c'est-à-dire toutes les informations qui passent, d'une façon ou d'une autre, doivent être récupérées, qualifiées, labellisées, en vue d'entraîner à la fois l'étudiant qui a labellisé et puis les machines elles-mêmes. Voilà ce que je pouvais dire sur... Merci Mehdi pour ce premier passage. Avant de revenir au sujet d'attractivité et de culture, avec Mathieu Faure, je l'ai dit, l'État a fait beaucoup d'efforts et on peut le saluer sur le numérique en santé. Je pense que cette agence marche parfaitement bien et elle évolue avec le temps. Ce Ségur du numérique, il est en train de bouleverser les usages. On l'entend en ce moment. C'est pas seulement les médecins, c'est l'ensemble de l'écosystème. Il faut s'acculturer. Mais en matière de formation pure, quel est le rôle de la DNS? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Merci beaucoup. C'est toujours intéressant quand on intervient un peu en fin d'une table ronde, parce que même si je n'ai pas écrit mon discours, j'ai toujours quand même prévu 2-3 idées. Enfin, je ne vais pas arriver en disant je ne sais pas de quoi je vais parler. Et forcément, on est toujours un peu attentif à ce que les gens disent, on se dit tiens, dans quelle mesure ça fait écho ou pas, dans quelle mesure je dis ah mais en fait je ne suis pas vraiment d'accord. Et très sincèrement, je bois un peu du petit lait depuis tout à l'heure et ça me fait vraiment du coup, en fait, enfin, c'est toujours agréable d'intervenir et vraiment en résonance de tout ce que mes collègues du coup ont pu dire par le passé, donc je vous remercie. La DNS avait inscrit la formation dès le début dans sa feuille de route, dès 2018. Mais effectivement, elle se consacrait en fait du coup au départ à ce qui peut-être ne se voit pas en fait du coup pour tout un chacun. Ça s'appelle la mise en place des services socles, des référentiels socles. Donc maintenant, on voit avec l'iceberg émerger en fait du coup avec mon espace santé, mais c'est depuis 2-3 ans avec la mise en place de l'INS, de la NSS et autres.
Et maintenant que tout ceci, comme vous l'avez dit, avec le Ségur qui est accéléré, est en place, forcément, on se pose la question de ces usages. Et donc, les usages impliquent derrière une montée en compétences. Et donc, comme d'habitude, on a de le faire à la DNS, c'est pas nous, dans notre petit bureau du 7e arrondissement, qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a allé voir tout simplement les professionnels de santé. Et c'est vrai que, quand même particulièrement ceux dans l'imagerie, parce que de par leurs usages, de par leurs pratiques, en fait, ils sont à la pointe sur ces usages du numérique. Forcément, beaucoup plus. Leur outil, en fait, du coup, de travail, du coup, est un outil numérique. On est également allé voir les entreprises. Les entreprises, du coup, en fait, de la santé, du médicament, du coup, du numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux publics-là nous disent la même chose. Ils disent deux éléments. Un, il faut absolument généraliser la montée en compétences du numérique en santé. Il faut que tout professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, voire même travailleurs sociaux, ait une base. Elle n'existe pas, il faut la créer. Et de deux, il faut augmenter le pool d'experts. Le pool d'experts chez les professionnels de santé, en fait, mais également chez les ingénieurs, les juristes, les professions réglementaires. Voilà. On n'a pas besoin à ce que demain, tous les médecins du coup de France, les infirmiers de France soient des experts au numérique en santé, mais on a besoin de trouver dans chaque établissement, en fait, du coup, dans chaque secteur, quelques experts. Et donc, sur ces deux conseils-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un groupe de travail, on n'innove pas beaucoup, hein, où on a mis en place, donc, avec les doyens de médecine, de pharmacie, et du coup également les professions paramédicales, c'est quoi les compétences de base au numérique en santé? Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe de travail, très rapidement, il nous dit deux choses. Il dit, un, il faut que ces compétences elles soient absolument communes, parce que le numérique, c'est vraiment un vecteur de transversalité. Le numérique, c'est vraiment du coup ce qui nous permet à nous, professionnels, dans l'accompagnement du coup de parcours, de pouvoir travailler, collaborer ensemble, du coup beaucoup plus. Donc déjà, ces compétences-là, qu'elles soient transversales, mais que même elles participent à la collaboration. Et deuxièmement, et du coup ça revient à ce que vous disiez, il faut que le patient, le citoyen, l'acteur, enfin du coup, soit au centre. Pourquoi? Parce que qui, mis à part le professionnel de santé, peut accompagner le patient en tant qu'acteur de sa santé numérique? On n'a pas attendu en fait nous notre formation pour que tout un chacun ait dans son smartphone en fait du coup une application du coup Doctolib pour ne pas la citer, ou qui mesure en fait du coup des constances, voilà. Qui, mis à part le professionnel de santé, le médecin, l'infirmier, le pharmacien ou autre, peut être en mesure de conseiller en fait du coup le citoyen, le patient, sans connaître forcément tous les éléments, toutes les applications, mais de se dire mais vous savez qui produit cette application? Vous savez où est-ce que sont stockées ces données? Est-ce que vous savez si vraiment elle mesure réellement du coup bien ce qui est demandé? Et donc le numérique, au contraire, remet en fait du coup, continue à mettre du coup le professionnel de santé au sein de ce parcours. Et donc une fois que nous avons défini ce référentiel, nous allons du coup avec un arrêté transversal le rendre obligatoire en formation initiale. Donc c'est un travail que nous faisons bien entendu avec l'ensemble des doyens pour ne pas non plus alourdir les programmes, et comme vous l'avez déjà très bien dit, qui sont déjà compliqués, mais in fine, ce qu'ils nous disent tous, en fait, ce numérique, c'est quoi? En fait, c'est un outil, mais qui vient du coup en fait dans des pratiques qui existent déjà. Donc, typiquement, on a un domaine qui est sur la communication en santé. On a un domaine sur en fait la télésanté. Mais finalement, on a déjà nous des enseignements sur ça. Et donc, mettons du numérique un peu dans cela. Et deuxièmement, ce que nous venons faire, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est que nous venons financer ces formations. Et donc, nous avons sorti un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, où l'État, du coup, en fait, met avec des fonds du PIA 71 millions d'euros sur la table, quand même, pour généraliser cet enseignement en numérique en santé pour tous les professionnels de santé, mais également pour permettre, du coup, l'émergence de plus d'experts en numérique en santé, chez les professions de santé, dans l'imagerie médicale, bien entendu, mais également chez les ingénieurs, les juristes et les professions réglementaires. Merci Mathieu, on le voit donc en gros effort de l'État en matière de formation. Christian, je sais que lorsque nous avons préparé cette table ronde, on a parlé aussi d'un sujet qui est connecté, et c'est là-dessus que je voudrais maintenant vous faire réagir, qui est celui de, après la formation initiale, c'est la culture, et c'est de quelle manière finalement on va garder ces professionnels-là qui sont des pépites, c'est-à-dire que le monde est ouvert. On a parlé rapidement tout à l'heure des GAFAM, mais en général, Facebook sait très bien chasser les bonnes personnes. Et je dis à dessein Facebook parce que c'est un acteur qui se voudra important et impactant dans le monde de la santé. Donc, comment on peut arriver à générer ces couples médecins, on va dire 2.0, et ingénieurs médecins, et qui restent et qui continuent de produire sur le territoire national, voire européen? Alors, merci pour la question. Donc, en effet, alors d'abord, l'EPITA, en général, après Covid, il y avait à peu près 30% de nos étudiants qui partaient en Silicon Valley. Enfin, en gros, c'est un 30% à l'étranger, donc 90% en Silicon Valley, pour des raisons je suis désolé, de rémunération. C'est ça que vous voulez me faire dire.
Voilà, donc la rémunération est un sujet. En France, voilà, on a un problème de rémunération, par exemple, des stages dans le milieu hospitalier. Voilà, nous, on essaie de compenser ça à notre niveau. En fait, le souci, c'est que les industriels nous disent que ce qu'ils veulent, globalement, ils voudraient un bac plus 17. Ils voudraient un médecin qui ait fait de l'ingénierie ou un ingénieur qui ait fait médecine. Bon, alors, on leur dit gentiment, ça va pas être possible. Il y a des raisons très concrètes. Si vous faites un ingénieur, donc d'abord, si vous voulez faire un médecin, puis ensuite un ingénieur, il ne peut pas rentrer en école d'ingénieur parce qu'il n'a pas l'âge. Donc ça, c'est réglé. Si maintenant vous voulez faire un ingénieur qui fait médecine, c'est possible. Mais à ce moment-là, l'ingénierie d'IA qu'on va lui apprendre, il va l'utiliser dans 10 ans. Et l'IA d'il y a 10 ans, c'est pas tout à fait les bons algos aujourd'hui. Donc clairement, c'est pas possible de faire un bac plus 17, médecin, ingénieur, médecin, où ce sera de l'exception. Ce qu'on pense, c'est qu'il va falloir créer des binômes, vous l'avez prononcé le mot, alors ça peut être des couples, peut-être pas, mais en tout cas des binômes, ingénieurs, médecins. Et c'est pour ça que dans nos formations, on les met tout de suite en contact pour qu'ils soient main dans la main à travailler sur des vrais projets. Et comment on fait ça? Tout d'abord avec la PHP, bien sûr, mais on le fait également avec les entreprises. Donc on propose des PF2E, des projets de formation en entreprise. On en a fait l'année dernière avec, alors il y a des gens dans la salle qui vont se reconnaître, mais avec GE sur AI Dream, avec tout un tas de professionnels. Donc, mais c'est ouvert à toutes les entreprises qui peuvent proposer un sujet dans le numérique en santé. Vous faites PF2E ou vous me contactez, il n'y a pas de souci. Et on peut proposer ça à nos étudiants. Alors le problème, c'est que les étudiants reçoivent plus de demandes qu'il n'y a d'étudiants. Donc évidemment, c'est les étudiants qui choisissent, c'est pas nous, hein. C'est les étudiants qui choisissent leur sujet. Voilà. Merci. Mehdi, peut-être sur le sujet du recrutement, je pense que ça va rapidement être un problème pour l'entrepreneur. Quant à l'attractivité du pays, pour éviter que les meilleurs ne partent, les meilleurs sous la forme d'entreprise ou les meilleurs sous la forme d'ingénieurs. Alors, au regard de la réalité pratique, au regard de la réalité du terrain, la question, elle est métaphysique. Je ne suis pas philosophe, donc je ne sais pas répondre à la question, de base. Parce que le pouvoir d'attractivité de ces entreprises est tel, c'est pas que des questions salariales, c'est pas que des questions de sous, c'est aussi des conditions de travail qui sont particulières. Pour ceux qui sont appétents de la data, il y a de la data, et de la data très diverse, qui provient de différentes sources, donc très hétérogène, et qui permet de cibler un ensemble de métiers très large. Je crois, franchement, moi je suis démuni pour répondre à ce type de questions. Je pense que le niveau de réponse est à adresser au niveau européen, parce que c'est au fond une question de souveraineté, parce qu'il nous faut des structures, des entreprises, on pourrait qualifier de systémiques dans le cadre du numérique, qui sachent capturer de la donnée, et encore une fois de façon très polyvalente, de façon à tirer un certain nombre, une gamme large de métiers. On n'en a pas. Et de toute façon, ce qui dépasse, nous, on soutient publiquement un certain nombre d'entreprises, et puis lorsqu'elles sortent du lot, elles sont rachetées. Donc voilà, s'il y a une réponse, je crois que l'actualité malheureuse d'aujourd'hui redonne un peu ou donne encore davantage de sens aux questions de souveraineté. Je pense que sur ce plan-là, c'est éminemment souverain. Alors moi, je peux témoigner quelque chose dans un domaine qui sont les maths. Les maths fondamentales font aussi l'objet d'un appétit aigu de la part des GAFA. Et donc, vous avez des gens qui font des maths très avancées et qui retrouvent dans des GAFA des lieux dans lesquels on recompose, on va dire, la qualité quasiment de la recherche publique. Pas d'obligation de résultats, des obligations de moyens, des machins, etc. Et ça, c'est quand même assez atypique. Et avec des conditions matérielles, en tous les cas, les conditions matérielles sont incomparables. Donc c'est pas évident. Alors nous, côté Ecopen, néanmoins, on n'a pas trop de difficultés à recruter, et je crois que les jeunes sont de plus en plus appétents à l'idée de l'impact et du fait que on rejoint une structure, qu'elle soit publique ou privée, mais il faut que ça soit utile.
Et les questions, je pense, de santé, les questions de climat, enfin d'écologie, je pense, sont des vecteurs importants dans ce qui forme leur choix. Et on peut se réjouir, on va voir ce que ça va donner dans les mois et années qui viennent, mais pour ce qui est des Copen, d'avoir pu recruter quelqu'un qui était chez Facebook, qui était demandé par Microsoft Research, et qu'on a réussi à happer. Donc ça veut dire que malgré tout, il y a quelque espoir. Bravo, c'est une bonne conclusion. Loïc, peut-être un dernier point sur ce binôme médecin et sur l'attractivité. La médecine française est attractive. Est-ce que le digital peut la bonifier encore un peu plus ? La formation médicale française, effectivement, est attractive, parce qu'on a un certain nombre de particularismes en la matière. On ne va pas les étendre ici, on ne va pas les aborder ici, je pense que ce n'est pas le sujet. En revanche, ce binôme, je pense qu'il est essentiel, effectivement, ça j'en suis intimement convaincu. Parce que si je disais tout à l'heure que l'étudiant en première année, il n'est pas venu pour faire de l'intelligence artificielle, il n'est pas forcément venu pour faire du numérique, en revanche, très vite derrière, et une fois qu'il est sorti de ses 6 premières années, qu'il est rentré dans l'internat, et s'il a des envies, surtout s'il a une appétence pour la recherche, s'il a une envie de carrière universitaire, hospitalière, etc., il va falloir qu'il y vienne. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a, j'allais dire, pas un infranchissable, mais un incontournable, qui est la publication, qui est la valorisation scientifique, ça passe par là. Et là, quand on rentre dans ce jeu-là, là, il faut attraper la data, il faut traiter avec des moyens qui deviennent assez conséquents. Alors, quelques-uns se forment, quelques-uns sont capables de le faire, mais ça prend du temps. Et puis quand on a une activité clinique d'un côté et une activité de recherche de l'autre, on peut difficilement tout faire en même temps. Donc effectivement, et on le voit dans un certain nombre de projets aujourd'hui qui sont montés au niveau de l'UFR ou en dehors de l'UFR, mais on voit effectivement des attelages de plus en plus fréquents qui associent une dimension ingénieur et une dimension médicale, quoi. Et là, on arrive à avoir des résultats qui sont, je pense, extrêmement pertinents, quoi. Et sur des... Alors bien sûr, la radio et l'imagerie est un domaine qui est hautement technique et qui doit déjà, je pense, attirer les futurs médecins qui ont eu déjà cette dimension technique, parce que de fait, c'est technique. Déjà, ne serait-ce qu'à la base, la notion de radio, c'est déjà quelque chose qui est technique en soi, quoi. Donc, pour aller là-dedans, il y a effectivement cette appétence. Et ensuite, derrière, et moi je le vois bien au niveau de l'UFR, ceux qui sont les plus en pointe sur cette logique d'IA notamment, là on a une PU qui est à cheval entre le CEA, la fac, l'hôpital, enfin c'est pas par hasard. Donc oui, il faut effectivement qu'il y ait cette construction ou cette co-construction de la réflexion qui aille vers l'analyse, le traitement. Pour au final, parce que la recherche, il faut aussi, si au 18e ou au 17e, on faisait de la recherche pour la beauté du geste et que c'était quelques riches seigneurs qui pouvaient s'investir, aujourd'hui, on fait de la recherche, on ne fait pas de la recherche pour faire pour le plaisir. Enfin, si, pour le plaisir, bien sûr, mais on fait aussi de la recherche parce que c'est un secteur économique derrière qui va se développer, parce qu'il y a de l'innovation et parce qu'on parlait de souveraineté, parce qu'on parlait de développement. Oui, ça contribue et je pense que ces domaines-là, à l'avenir, sont effectivement des domaines qui sont extrêmement importants et qui vont créer de la valeur, quoi. Et il faut qu'on aille absolument là-dedans. Merci Loïc. Mathieu, votre point de conclusion sur ce sujet ? L'attractivité, c'est toujours un sujet très, très complexe. Ce matin, en début, en fait, des tables rondes, il y avait des chiffres, 50 ou 100 000, voilà, combien il manque. Alors bon, nous, modestement, par l'AMI CMA, là notamment, on veut former d'ici à 2025-2026 2000 ingénieurs en plus, puis on pense que ça va venir de plus en plus. Des initiatives comme l'EPITA, forcément, en fait, du coup, sont très louables. C'est vraiment ce qu'on veut faire, des ingénieurs santé, en fait, et ces doubles parcours. Mais ce qui m'a intéressé, en fait, du coup, dans cette toute introduction, on voyait entre, du coup, un peu les entreprises du médicament et les entreprises du numérique un peu se chamailler, en fait, de façon très amicale. Ils partent chez toi, ils partent chez moi, et j'ai envie de dire, à la limite, si c'est juste ça, ça nous va. Le problème, c'est ce qu'on cite du coup depuis tout à l'heure, c'est quand ils partent ailleurs. Et quand ils partent notamment, du coup, c'est chez GAFAM, du coup, à l'étranger. Et donc, pour cela, il me semble qu'au-delà de l'attractivité, en fait, du coup, salariale ou autre, il y a 2 éléments, du coup, à prendre en compte. C'est qu'on puisse faire émerger en France des entreprises, en fait, du coup, qui vont attirer, en fait, du coup, ces jeunes, ces expertises, et également en Europe. Et pour cela, on a 2 programmes.
la stratégie d'accélération en santé numérique, dont la partie formation fait partie. C'est 650 millions d'euros. Certains diront c'est peu, d'autres c'est beaucoup, c'est pas assez. Il n'empêche, c'est un effort inédit sur ce secteur-là qui est donné. Ce ne sera certainement pas le seul, le dernier, mais au moins on peut commencer déjà à avancer jusqu'à 2025. Et ensuite, un programme européen qui s'appelle Scale Up Europe, qui permet du coup de faire émerger des futures licornes européennes. Mais pour cela, il faut déjà qu'on ait des petites licornes françaises. Et une fois qu'avec la stratégie d'accélération on l'aura fait, on profitera de ces programmes européens pour avoir du coup en fait en France et en Europe du coup des entreprises qui permettront de garder en fait du coup ces experts sur nos territoires. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier chaleureusement. Merci.